La transformation rapide et la transformation lente. Donc on va faire deux expériences pour distinguer entre les transformations rapides et les transformations lentes. Donc première expérience, on verse une solution aqueuse de permanganate de potassium dans un bécher contenant une solution aqueuse acidifiée de sulfate de fer. Donc regardons cette expérience. Qu'est-ce qu'on va observer? Est-ce que le changement qu'on va observer va durer quelques instants, ou bien on va voir le changement d'une façon directe lorsqu'on a le contact entre les deux. Donc regardons cette vidéo. Donc lorsqu'on veut ajouter l'ion de MnO4- à l'ion Fe2+, regardons la couleur violette disparaître d'une façon très rapide. On dit dans ce cas que la réaction la transformation est dite la transformation rapide. Donc on observe une décoloration immédiate, c'est-à-dire la disparition d'une façon rapide de la couleur violette de la solution de permanganate de potassium. Expérience numéro 2, l'action des ions cuivreux Ce2+ sur la lame de fer. Donc dans un bécher, on va poser un volume de la solution de sulfate de cuivre qui se caractérise par la couleur bleue, qui est la couleur de Ce2+, et on va plonger une lame de fer dans ce bécher. Après quelques minutes, on va voir, donc on va regarder l'échange qu'on va observer, et après encore quelques minutes, on va voir d'autres observations. Et dernièrement, lorsqu'on fait arrêter cette réaction, on va voir donc les observations finales. Donc, dans ce cas, voyons que donc après quelques minutes, on observe, premièrement, on a un changement de couleur de mélange du bleu vers le vert. Donc, on commence par la couleur bleue qui caractérise l'ion de Ce2+. Après, on a la couleur qui est la couleur verte, qui est la couleur de Fe2+. Donc dans ce cas, on a un changement, mais ce changement dure quelques minutes. Même chose, on a encore un dépôt de cuivre sur la lame de fer, comme vous voyez dans ce cas. Donc on a un dépôt, mais cette expérience donc dure quelques minutes pour avoir des changements observés. Donc dans conclusion, on dit qu'une transformation rapide est une transformation qui se fait en une durée très courte, de sorte que nous ne pouvons pas suivre l'évolution à l'œil nu ou avec les instruments de mesure. Les exemples des transformations rapides, par exemple les réactions de tétrage. Donc lorsqu'on va voir un dosage ou bien un tétrage, la réaction qu'on va obtenir toujours, ça sera une transformation rapide. Les réactions de précipitation, c'est-à-dire pour avoir une précipité comme par exemple HgCl, un corps solide, donc ce sont des réactions rapides. Une transformation lente est laquelle susceptible d'être suivie à l'œil nu ou par des instruments de mesure. Il dure quelques secondes à plusieurs heures ou plus longtemps. Donc les transformations lentes, ce sont des transformations qui se déroulent dans des durées qui est quelques secondes ou bien quelques minutes, quelques heures ou bien plus longtemps. Donc quelques exemples, par exemple l'oxydation de fer qui est la rouille. Pour la rouille, donc pour avoir un changement ou bien l'oxydation de fer, il reste quelques années pour avoir par exemple cet image. La création de l'eau, pour créer l'eau en faisant la réaction entre O2 et H2, il reste plusieurs ans pour avoir ce changement encore. Les réactions d'estérification et d'hydrolyse qu'on va voir dans la dernière partie du programme de la chimie de cette année, donc ce sont des réactions d'estérification et d'hydrolyse pour faire la synthèse d'un ester. Elle dure encore plus longtemps pour avoir un ester. Troisième paragraphe,
les facteurs cinétiques. Un facteur cinétique désigne un paramètre physique capable d'influencer la vitesse d'une transformation chimique. On a vu d'après le paragraphe précédent qu'il y a des transformations rapides et il y a des transformations lentes. Donc pour un chimiste, il ne faut pas attendre une transformation qui est lente, par exemple quelques années ou bien quelques jours, etc. Donc il faut avoir les produits dans une durée très courte. Comment il peut faire ça? Il ajoute des facteurs cinétiques. Ces facteurs cinétiques font l'accélération, donc on peut accélérer la vitesse d'une transformation chimique en ajoutant des facteurs cinétiques. Donc parmi les facteurs cinétiques, on va parler de la concentration des réactifs. Donc pour cela, on verse le même volume de iodure de potassium dans deux béchers A et B contenant deux solutions d'eau oxygénée acidifiée H2O2 de concentration C1 et C2 supérieure à C1. On a deux béchers A et B dans lesquels on va verser le même volume d'iodure de potassium. Ces deux béchers contenant premièrement deux solutions d'eau acidifiée d'eau oxygénée, c'est-à-dire même quantité, mais ils ont deux concentrations différentes. Donc le premier a une concentration C1, le deuxième qui est l'eau oxygénée se trouvant dans le bécher B, a une concentration C2 plus grande. Donc on a deux concentrations initiales différentes. Puis on va ajouter le même volume de iodure de potassium. Donc le iodure de potassium aura la même concentration dans ce cas. Donc après quelques minutes, on va voir des changements. Donc regardons le changement qu'on va observer. Donc le résultat de cette expérience est d'avoir, donc on va voir que dans le bécher B, le déroulement se fait d'une façon très rapide que celle du bécher A. Et pour cela, on dit que la concentration des réactifs influence la vitesse. Plus que la concentration des réactifs est élevée, plus que la vitesse est élevée. Deuxième facteur cinétique est l'influence de la température. Dans ce cas, on va plonger un mélange de réactionnel des ions permanganate MnO4- dans un milieu acide, réagissant avec l'acide oxalique H2CO4 dans deux béchers, même chose, contenant de l'eau de température 80 degrés C et 40 degrés C. On va voir ici la même quantité, même concentration dans deux béchers. Le premier dans des conditions de la température qui est égale à 40 degrés C, qui est à gauche, et pour le bécher qui est à droite, la température qui est 80 degrés C. Donc après quelques minutes, on va voir un changement. Regardons le changement. Donc on va voir la disparition de la couleur violette de MnO4- donc d'une façon plus rapide dans le deuxième bécher que le premier. Après quelques minutes encore, on va voir donc la disparition totale de la couleur violette, mais bon, pour le premier bécher, il reste encore la couleur violette, c'est-à-dire ici, on dit que l'évolution se déroule encore, mais dans ce cas, on peut dire que la réaction arrive à l'état final, c'est-à-dire on peut dire que la réaction s'arrête. Et dernièrement, on va voir, même chose, le premier bécher encore arrive à l'état final et le deuxième arrive déjà à l'état final, mais la durée que dure chaque cas est différente. Donc on dit encore là pour conclusion, plus que la température est élevée, plus que la vitesse est élevée. Donc pour avoir encore les résultats dans une durée très courte, il faut avoir des conditions de température plus grandes. Exemple dans notre vie courante, un autocuisseur permet d'accélérer la cuisson des aliments. Donc la température d'ébullition de l'eau est supérieure à 100 degrés C suite à la suppression imposée. Donc lorsqu'on a un autocuisseur, donc la pression à l'intérieur de cet autocuisseur, ça sera plus grande, on a la surpression. Donc on va voir une température qui est plus grande
donc on va avoir la cuisson d'une façon accélérée. Deuxième exemple qui est l'inverse. Donc l'inverse, lorsqu'on utilise un réfrigérateur, pourquoi on fait des aliments dans un réfrigérateur? Donc un réfrigérateur permet de conserver plus longtemps les aliments en ralentissant leur dégradation. Lorsqu'on pose des aliments à l'extérieur d'un réfrigérateur, donc ils se dégradent, mais d'une façon plus rapide. Mais lorsqu'on les pose dans un réfrigérateur, donc cette dégradation, ça sera donc d'une façon ralentie. Donc il reste quelques jours pour avoir la dégradation des aliments. Donc ça c'est l'inverse. C'est pas toujours, donc les facteurs cinétiques peuvent jouer le rôle d'accélérer la vitesse, mais ils sont encore jouer le rôle de ralentir ou bien de faire ralentir la réaction chimique. Et ça, la conclusion, donc l'influence de la température. Donc regardons ces trois courbes. Donc la première qui est la couleur en vert, T égale à 20 degrés. Donc lorsqu'on fait une réaction dans des conditions de 20 degrés C, donc on va voir cette courbe. Lorsqu'on fait la même expérience dans une température T supérieure à 20, donc on va arriver au même résultat, mais dans une durée qui est très courte. Donc ça c'est très important pour l'influence de la température. La température ne change pas l'état final, c'est-à-dire on va arriver au même résultat. X, ce qui est X max, on va arriver à la même valeur de X dans des durées différentes. Donc pour la première, on arrive à X final dans une durée quelconque. Dans ce cas par exemple, on peut dire qu'on arrive dans une durée qui est égale à 700 secondes pour que lorsqu'on fait l'expérience dans des conditions de température plus grandes, donc on va voir l'état final mais dans une durée qui est égale presque de 300 secondes, mais on peut encore faire la même expérience dans des conditions de température inférieure à 20. Dans ce cas, on va faire ralentir, c'est-à-dire on va arriver à la même résultat, mais dans une durée qui est plus grande. Regardons qu'il dépasse 1000 secondes. Mais au contraire, l'influence de la concentration. Donc la concentration, il change l'état final. Donc pour une expérience pour un élément de concentration C1, donc il arrive à l'état final dans un temps quelconque, mais pour avoir accéléré cette expérience, on peut prendre une concentration plus grande que C1, mais encore, lorsque la concentration change, l'état final, ça sera encore changé. Donc il faut faire attention pour cela. Donc la concentration change l'état final, mais la température ne change pas l'état final. Comment on peut suivre cinétiquement une réaction ou bien l'évolution d'une réaction chimique? On a deux méthodes. La première méthode est la méthode chimique. La méthode chimique, le dosage. L'une des espèces chimiques, soit le réactif ou le produit, au cours de l'évolution de la réaction. Donc on fait le dosage. Donc c'est la méthode chimique, c'est-à-dire on fait le dosage pour connaître la quantité de matière soit d'un réactif, soit d'un produit au cours du temps. On a encore des méthodes physiques pour suivre l'évolution de la cinétique d'une réaction chimique. Parmi ces méthodes, on parle de la conductimétrie. La conductimétrie, c'est le système réactionnel doit contenir des ions, soit des produits, soit des réactifs. Donc, il faut encore faire attention. Pour choisir la conductimétrie, il faut que le milieu réactionnel ou bien le système réactionnel contienne des ions. L'autre méthode est la mesure de pH, donc le pH métrie. Et pour choisir cette méthode, il faut que le système réactionnel contient l'ion d'oxonium H+, ou bien les ions de OH-. Donc il faut avoir H+, ou bien H3+, ou bien OH- pour suivre
une transformation chimique en utilisant la méthode de pH-métrie, la mesure de pression pour les réactions produisant un consommant des gaz. Lorsque la réaction contient des gaz, soit dans les produits, soit dans les réactifs, on peut faire donc la mesure de la pression de ce gaz à chaque instant. Et dernièrement, on peut utiliser encore la spectrophotométrie lorsque l'un des espèces mises en jeu, soit des réactifs, soit des produits, est coloré. Donc, on peut suivre l'apparition de la couleur si l'élément qu'on suit est un produit, ou bien on peut suivre la disparition de la couleur si l'élément suivi est un réactif. Et voilà, on arrive à la fin de ce chapitre. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.